Je pouvais à peine marcher, quand je suis descendue de la navette de l'armée. À la tombée de la nuit, mon mari m'avait traité de fardeau, ma belle-mère nous avait jetés à la rue, ma fille de 10 ans et moi, et je conduisais à travers un orage du Kentucky, me demandant comment ma vie entière avait pu s'effondrer, en moins de 12 heures. Je m'appelle Claire Dawson. J'ai 46 ans, et j'ai passé 22 ans à servir dans l'armée américaine, en tant qu'officier logistique. Je n'étais pas une héroïne. Je n'avais rien de spécial. Je croyais simplement que, lorsque votre pays vous demandait de faire un travail, vous le faisiez du mieux possible. Mon dernier déploiement a eu lieu au Koweït. 3 mois avant mon retour à la maison, un camion de transport militaire a glissé d'une route inondée, lors d'une mission de ravitaillement. Nous avons survécu, mais ma jambe gauche n'en est pas ressortie indemne. Les médecins ont réparé ce qu'ils pouvaient, mais des lésions nerveuses, ce n'est pas quelque chose dont on se remet simplement. L'armée m'a dit que je boiterais, probablement pour toujours. Je m'étais dit que je pourrais vivre avec ça. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille, elle, ne le pourrait pas. Brian a à peine levé les yeux de son téléphone, quand j'ai franchi la porte d'entrée de notre maison, à Lexington. « Tu es rentré », a-t-il dit. Pas de câlin, pas de sourire. Juste ces 3 mots. Emma est arrivée en courant, avant même que je ne puisse poser mon sac de sport. « Maman !» Elle a enroulé ses bras autour de ma taille, avec précaution, comme si on l'avait déjà prévenue de ne pas serrer trop fort. J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Tu m'as manqué, plus que tu ne l'imagines. »« Je t'ai fait un panneau de bienvenue », a-t-elle chuchoté. Elle a pointé du doigt la salle à manger, où du papier de construction coloré était accroché de travers, sur le mur, « Bienvenue à la maison, maman ». Certaines lettres étaient à l'envers. C'était la plus belle chose que j'ai vue, depuis plus d'1 an. Linda Dawson était assise à la table de la cuisine, buvant du café, comme si les lieux lui appartenaient. Techniquement, ce n'était pas le cas. Émotionnellement, elle agissait comme si ça l'était. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. « Alors, c'est comme ça que tu reviens ?» J'ai forcé un sourire. Les médecins disent que je vais continuer à m'améliorer. Elle a haussé les épaules. Je suppose qu'on verra bien. Cette soirée m'a semblé étrangement calme. Brian a à peine parlé, pendant le dîner. Emma n'arrêtait pas d'essayer de combler le silence, en parlant de l'école, de son équipe de football, et du chat errant qu'elle nourrissait, derrière le garage. À chaque fois qu'elle riait, Brian semblait irrité. Après qu'Emma soit montée se doucher, Brian a fini par parler. Il faut qu'on soit honnête, l'un envers l'autre. Je connaissais ce ton. Je l'avais déjà entendu chez des soldats, avant d'annoncer de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est frotté le front. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. J'ai baissé les yeux sur ma jambe. Tu veux dire, parce que je boite ? Je veux dire, tout. Il s'est levé, et a marché jusqu'à la fenêtre. J'y réfléchis depuis des mois. Mon estomac s'est noué. Je ne pense pas que je puisse continuer comme ça. Continuer quoi ? Ce mariage. La pièce m'a soudain paru beaucoup plus petite. J'ai passé 1 an à me demander si je rentrerais un jour, ai-je dit doucement. Et moi, j'ai passé 1 an à réaliser que je ne veux pas passer le reste de ma vie, à m'occuper de quelqu'un. Je l'ai dévisagé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Tu dis ça, maintenant. Avant que je ne puisse répondre, Linda est entrée dans la pièce, portant ma valise. Elle l'a posée à côté de la porte d'entrée, sans aucune douceur. Je suis désolée, Claire, a-t-elle dit, bien qu'elle n'ait pas eu l'air désolée du tout. Brian mérite une chance d'être heureux. J'ai regardé de ma belle-mère à mon mari. Aucun d'eux n'a détourné le regard. Emma est descendue, juste à ce moment-là. Elle s'est figée. Maman. Brian ne voulait même pas regarder sa fille. Je me suis agenouillée, aussi prudemment que possible, et je l'ai serrée contre moi. On va faire un petit tour en voiture, sous la pluie.
D'accord, a-t-elle hoché la tête, sans poser d'autres questions. Les enfants en savent toujours plus que ce que les adultes croient. 20 minutes plus tard, les essuie-glaces luttaient contre des trombes d'eau, alors que nous laissions Lexington derrière nous. Je n'avais aucune destination en tête, à l'exception d'un seul endroit, que je n'avais pas vu depuis près de 20 ans, ma maison d'enfance, la vieille ferme que mon père avait laissée derrière lui. J'avais toujours prévu de la vendre, un jour. Je n'avais aucune idée qu'au lever du soleil, cette maison changerait tout ce que je croyais, sur mon passé et mon avenir. La pluie ne s'arrêtait pas. Elle martelait mon vieux Ford Explorer avec tant de force, que les phares perçaient à peine l'obscurité. L'autoroute 64 était presque déserte, à l'exception de quelques semi-remorques, qui projetaient des gerbes d'eau sur mon pare-brise. Emma s'était endormie, à environ 1 heure de Lexington. Elle portait toujours son petit sac à dos rose, sur ses épaules. Elle avait dû l'attraper avant notre départ. J'ai jeté un coup d'œil, et j'ai souri, malgré tout. Les enfants ont le don d'emporter les choses, qui comptent le plus. Son sac contenait un lapin en peluche, qu'elle possédait depuis la maternelle, un roman qu'elle avait lu à moitié, et, connaissant ma fille, au moins 3 barres de céréales, qu'elle avait cachées à son père. J'aurais aimé que la vie puisse rester aussi simple. Plus je roulais vers l'est, plus tout devenait familier. De vieilles stations-service, de petites églises au clocher blanc, des magasins d'alimentation agricole, et des routes de campagne que je n'avais pas empruntées, depuis ma vingtaine. Je n'avais pas prévu de revenir ici. Après le décès de papa, il y a près de 18 ans, je ne supportais pas de regarder la ferme. Chaque pièce me rappelait son souvenir. Chaque poteau de clôture avait une mémoire, qui y était attachée. Alors, j'avais verrouillé les portes, payé les impôts fonciers chaque année, et je m'étais dit que je m'en occuperais, un jour. Apparemment, ce jour était arrivé. Vers 1h30 du matin, j'ai tourné sur la route de Miller Creek. L'étroit ruban d'asphalte a laissé place au gravier. Les pneus ont crissé sous le 4x4. Même sous la pluie, j'ai reconnu chaque virage. Il y avait le vieux silo à grains, qui penchait d'un côté, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. La grange rouge abandonnée, où mes amis et moi jouions à cache-cache. Le petit cimetière, où mes grands-parents reposaient, sous des pierres tombales en calcaire assorties. Quand j'ai enfin aperçu la ferme, ma poitrine s'est serrée. La lumière du porche était allumée. J'ai froncé les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Personne ne vivait là, depuis des années. Je me suis garée sous le grand érable, que papa avait planté, quand j'étais au collège. La pluie s'est adoucie, pour devenir une bruine régulière. Avant même que je ne puisse ouvrir la portière du conducteur, j'ai vu quelqu'un s'avancer sur le porche. Il bougeait lentement, en s'appuyant sur une canne. Même de loin, je l'ai reconnu. Walter. Il a souri. Je me demandais combien de temps tu allais mettre. Walter Jenkins paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Il devait l'avoir dans les 80 ans, maintenant. Ses cheveux blancs s'étaient clairsemés, et ses épaules étaient voûtées, mais son sourire n'avait pas changé d'un iota. Je suis sortie avec précaution. Ma jambe a immédiatement protesté. Walter l'a remarqué. Alors, ça a fini par te rattraper. J'ai ri doucement. Je suppose que oui. Il a regardé en direction d'Emma, endormie dans le SUV. C'est ta petite fille, Emma. Elle est magnifique. Il a fouillé dans la poche de sa vieille veste en toile. J'ai attendu longtemps, pour te donner quelque chose. Il a sorti une grande enveloppe manille. Elle avait l'air ancienne. Les bords étaient usés et souples. La poussière s'accrochait au coin, malgré la pochette en plastique qui la protégeait. Sur le devant, écrit en jolies lettres d'imprimerie, il y avait juste ces mots, pour Claire, quand elle rentrera à la maison. Mon cœur a raté un battement. Je connaissais cette écriture. Papa. Walter a hoché la tête. Il me l'a laissé. Ma gorge s'est serrée. Quand? La semaine avant son décès. Je l'ai dévisagé. Il savait que je viendrais ce soir?
Walter a secoué la tête. Non. Alors pourquoi? Il ne savait pas quand. Walter a regardé vers la ferme. Il a seulement dit qu'un jour, la vie te ramènerait ici. La pluie gouttait régulièrement, depuis le toit du porche. Aucun de nous n'a parlé, pendant plusieurs secondes. Finalement, j'ai posé la question, qui restait dans un coin de mon esprit. Pourquoi ne l'avez-vous pas envoyé par la poste? Walter a eu un sourire triste. Parce que Frank m'a fait promettre. Il a dit, si je l'envoie par la poste, elle la lira. Walter m'a regardé droit dans les yeux. Mais si je te la remets ici, il a jeté un coup d'œil à la vieille ferme, tu la comprendras. J'ai regardé la maison. Sa peinture blanche était passée. La balancelle du porche, que papa avait construite, était toujours accrochée là où il l'avait laissée. Le carillon, que maman avait acheté avant de mourir, bougeait encore doucement dans la brise. Pour la première fois depuis mon départ de Lexington, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. J'ai ressenti de la curiosité. Walter a tendu le bras, et a posé une main burinée par le temps sur mon épaule. Rentre Emma à l'intérieur. Vous avez toutes les deux besoin d'un repas chaud. Ensuite, il a dit doucement, tu pourras découvrir pourquoi ton père a passé la dernière année de sa vie, à écrire presque tous les jours. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe, une fois de plus. Elle m'a soudainement paru beaucoup plus lourde, que du papier ne devrait l'être. Walter a insisté pour qu'Emma et moi entrions à l'intérieur, avant d'ouvrir l'enveloppe. La chaudière marche encore, a-t-il dit. Ce n'est pas beau, mais ça marche. La ferme sentait exactement comme dans mes souvenirs. De vieux parquets en pin, du café frais, et un soupçon de cèdre, venant du placard près de la porte d'entrée. Les meubles n'avaient pas beaucoup changé, non plus. Le fauteuil inclinable de papa faisait toujours face à la cheminée en pierre. Ses lunettes de lecture reposaient sur la petite table d'à côté, comme s'il n'était sorti que pour quelques minutes. L'espace d'une seconde, j'ai oublié qu'il était parti depuis 18 ans. Emma a déambulé silencieusement, à travers le salon. Maman? Oui, mon cœur. Est-ce que grand-père vivait ici, tout seul? Oui. Elle a passé ses doigts sur le vieux piano. J'aurais aimé le rencontrer. Moi aussi. Walter a disparu dans la cuisine, et est revenu quelques minutes plus tard, portant des bols de soupe au poulet maison. Mangez d'abord, a-t-il dit. Certaines choses sont plus faciles à entendre, avec le ventre plein. Ni Emma ni moi n'avons protesté. Le temps que nous terminions de manger, la pluie s'était calmée, pour devenir une douce bruine, derrière la fenêtre de la cuisine. Walter a poussé l'enveloppe à travers la table. Je crois que c'est le moment. Mes mains ont hésité, avant de la toucher. Le papier semblait fragile, avec l'âge. J'ai fait glisser délicatement une lettre pliée, de l'intérieur. Il n'y avait que 2 pages. Tout en haut, dans l'écriture incomparable de mon père, il y avait ces simples mots, « Ma chère Claire, si tu lis ceci. » J'ai cessé de respirer, pendant un instant. Walter regardait tranquillement par la fenêtre, pour me laisser un peu d'intimité. J'ai déplié la 2e page. Si la vie t'a ramené dans cette maison, alors quelque chose a terriblement mal tourné. Une larme a roulé sur ma joue, avant que je ne réalise que je pleurais. Papa me connaissait trop bien. Il continuait, tu as toujours cru que les gens méritaient une seconde chance. J'admirais cela chez toi. Mais il y a un homme, en qui je n'ai jamais eu totalement confiance. Je savais déjà de qui il parlait, avant même de lire le nom. Brian? J'ai levé les yeux vers Walter. Vous saviez? Il a hoché la tête, lentement. Ton père m'a parlé. J'ai baissé de nouveau les yeux. 1 an avant votre mariage, Brian est venu ici, pendant que tu étais parti en formation. J'ai froncé les sourcils. Brian ne m'avait jamais mentionné ça. Il a posé des questions, qu'aucun jeune homme amoureux ne devrait poser. Il voulait savoir à qui appartenait cette ferme. Il voulait savoir combien de terres étaient vendues avec.
Il a posé des questions sur mes économies, mon assurance vie, et si tout appartiendrait, un jour. J'ai eu la nausée. Papa avait noté chaque question, mot pour mot. La date trônait proprement dans le coin de la page. Il y a près de 20 ans. Bien avant que Brian ne fasse sa demande, bien avant la naissance d'Emma, bien avant que je ne me doute de quoi que ce soit. Le paragraphe suivant était plus difficile à lire. J'ai prié pour me tromper. J'espérais qu'il était simplement immature. Les gens grandissent. Ils changent. Pour ton bien, j'avais envie de croire qu'il le ferait. J'ai fermé les yeux. Papa n'avait pas dit du mal de Brian, une seule fois. Pas une seule fois. Même quand je pensais qu'ils n'avaient simplement pas grand-chose en commun. Il avait porté cette inquiétude, tout seul. La lettre continuait. Si tu lis ceci, alors mes craintes étaient probablement justifiées. S'il te plaît, ne gaspille pas ton énergie à te demander si tu en es, d'une manière ou d'une autre, responsable. Certaines personnes n'aiment que ce qu'elles pensent pouvoir gagner. Quand il n'y a plus rien à prendre, elles partent. Emma a tendu le bras, et a doucement pris ma main. Maman, ça va aller. Ce n'était pas vrai, mais j'avais besoin qu'elle y croie. Au bas de la page, papa avait écrit quelque chose d'inattendu. Il y a autre chose, que tu dois savoir. Je n'ai pas laissé cette ferme sans protection. Mes yeux ont parcouru la suite, plus rapidement. Plusieurs mois après la visite de Brian, j'ai engagé un avocat, Harold Benson, à Winchester. Il a créé un fonds de fiducie à ton nom. La ferme, les hectares environnants, les droits miniers, chaque compte d'investissement, tout est protégé. J'ai fixé les mots. Quel fonds de fiducie? Walter a souri avec tendresse. Tu ne savais vraiment pas. J'ai lentement secoué la tête. Papa n'avait jamais rien mentionné de tout cela. Walter a attrapé une autre boîte, posée à côté de la cheminée. Elle était vieille, en bois. Ses charnières en laiton avaient verdi avec le temps. Il l'a portée jusqu'à la table, et en a soulevé le couvercle avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de carnets noirs. Chacun était étiqueté par année. Frank Miller, journaux intimes. Walter m'a regardé en silence. Claire, ton père écrivait presque tous les jours. J'ai regardé la pile. Il devait y avoir 20 ans de ses pensées, reposant à l'intérieur de cette boîte. Et, d'une certaine façon, je savais que la lettre n'avait fait qu'effleurer la surface. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. Emma s'est recroquevillée sur le vieux canapé, sous l'une des courtes pointes faites à la main par ma mère, et s'est endormie presque immédiatement. Les enfants ont une capacité étonnante à trouver la paix, dans des endroits où les adultes portent des souvenirs douloureux. Je l'enviais. La ferme était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge comptoise, dans le couloir. Chaque heure, elle sonnait, me rappelant combien de temps de ma vie s'était écoulé, sans que je ne voie ce qui s'était trouvé, juste devant moi. Walter était rentré chez lui, juste après minuit. Avant de partir, il avait posé sa main sur la boîte en bois contenant les journaux. « Ne te précipite pas pour les lire, a-t-il dit. Ton père n'écrivait pas pour l'histoire. Il écrivait pour toi. » Vers 2 heures du matin, j'ai emporté le premier carnet dans la cuisine. La couverture indiquait « 2005, l'année précédant mon mariage avec Brian. » Je me suis préparé une tasse de café, même si je savais que le sommeil ne viendrait pas de toute façon. L'écriture de papa remplissait chaque page. Certaines notes étaient ordinaires. Fais la vidange du tracteur aujourd'hui. La clôture a besoin d'être réparée avant l'hiver. Claire a appelé du Texas. Elle a l'air heureuse. Lire ces simples pensées m'a fait sourire. Puis, j'ai atteint une note datée du 17 octobre. Papa avait souligné la date. Brian est passé aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Il m'a demandé si Claire m'avait parlé de leur projet d'avenir. J'ai répondu qu'elle avait mentionné le mariage. Il a souri, mais ses yeux sont restés fixés sur les documents, étalés sur la table de ma cuisine.
J'ai tourné la page. Ensuite, il a posé des questions qui ne m'ont pas semblé correctes. Papa les avait listées, l'une après l'autre. Combien de terres sont vendues avec la ferme? Claire héritera-t-elle de tout? Y a-t-il des dettes? La compagnie pétrolière vous a-t-elle déjà approché, pour les droits miniers? J'ai froncé les sourcils. Des droits miniers? Je n'avais aucune idée que notre propriété en possédait. Papa continuait. J'ai répondu poliment, mais prudemment. Il n'a pas demandé une seule fois comment allait Claire. Pas une seule fois. J'ai fermé le journal, pendant un instant. Je pouvais presque entendre la voix de Brian, posant ses questions. À l'époque, je l'aurais défendu. J'aurais dit qu'il essayait juste de planifier l'avenir. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. J'ai ouvert le journal suivant. Les notes devenaient plus personnelles. Papa n'a jamais dit que Brian était un homme mauvais. Ce n'était pas son genre. À la place, il se contentait de décrire ce qu'il voyait. Brian a emprunté $3000 aujourd'hui. Il a dit qu'il était en retard, sur ses cartes de crédit. Un mois plus tard, un autre prêt, $5000 cette fois. J'ai fixé la page. Brian m'avait toujours dit qu'il s'en sortait bien, financièrement. Il gérait nos factures, nos économies, notre compte retraite. Je lui faisais une confiance aveugle. Les journaux de papa peignaient une toute autre réalité. Une note a frappé plus fort que toutes les autres. Brian m'a demandé de ne pas le dire à Claire. Il a dit qu'elle s'inquiète trop. Je ne crois pas que ce soit la véritable raison. Une autre page. Un autre prêt. Une autre promesse de rembourser papa. Puis une autre. Les montants augmentaient. Certains étaient marqués comme remboursés. La plupart ne l'étaient pas. Je m'adossai à ma chaise. Mon père avait discrètement protégé la fierté de Brian, pendant des années. Non pas parce que Brian le méritait. Mais parce que papa ne voulait pas que je porte un stress inutile, alors que je jonglais déjà entre la vie militaire, le mariage, et la maternité. Mes yeux me brûlaient. Combien de sacrifices cet homme avait-il fait, sans me le dire? Vers l'aube, j'ai atteint une note, écrite à peine 6 mois avant la mort de papa. Elle était beaucoup plus courte. Claire a appelé ce soir. Elle a l'air heureuse. Brian sourit toujours, quand elle est là. J'espère que ce sourire est sincère. Puis venait une dernière phrase. Si jamais elle revient dans cette maison toute seule, je saurai que j'ai eu raison de me préparer. Je ne pouvais pas lire un mot de plus. J'ai fermé le journal, et j'ai pressé mes 2 mains contre mon visage. Pendant des années, j'avais cru que mon mariage s'était effondré, parce que j'étais rentrée blessée. Parce que je ne pouvais plus courir, parce que je boitais. Mais, assise là, dans la cuisine de mon père, entourée de carnets qu'il n'avait jamais pensé que quiconque d'autre lirait, une autre vérité s'est lentement imposée à moi. Brian n'était pas parti parce que j'étais blessée. Il était parti parce que, à ses yeux, j'avais cessé d'être utile. Ma blessure n'avait pas changé qui il était. Elle l'avait seulement démasqué. Alors que les premières lueurs du matin se glissaient par la fenêtre de la cuisine, Emma est entrée, en se frottant les yeux. Elle m'a regardé, puis a regardé la pile de journaux. C'est grand-père qui a écrit tout ça? J'ai hoché la tête. Oui, c'est lui. Elle a grimpé sur mes genoux, comme elle le faisait quand elle était petite. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai passé mes bras autour d'elle, et j'ai regardé vers le lever du soleil, au-delà des champs. J'ai appris que grand-père a passé des années, à nous protéger. J'ai fait une pause. Et je crois qu'il est enfin temps pour moi, de terminer ce qu'il a commencé. La première semaine ne ressemblait en rien au film. Personne n'est apparu avec un miracle. Personne ne m'a tendu de chèque. Personne n'a réglé mes problèmes, du jour au lendemain. La plupart des matins, je me réveillais avant 6 heures, car mes jambes se raidissaient, si je restais au lit trop longtemps. Les médecins de l'armée m'avaient prévenu, que les matins seraient probablement le plus difficile. Ils n'avaient pas tort.
Je m'asseyais sur le bord du vieux lit, dans la chambre de mon père, et je frottais mon genou, jusqu'à ce que je puisse me lever sans serrer les dents. Emma remarquait tout. Elle ne se plaignait jamais. Un matin, elle a discrètement apporté mes bottes dans la cuisine, avant même que je ne le demande. Je me suis dit que ça t'éviterait un aller-retour à l'étage. J'ai souri. Depuis quand es-tu devenue si attentionnée? Elle a haussé les épaules. Je t'observe. Cette réponse m'est restée en tête, toute la journée. Les enfants n'écoutent pas autant qu'ils observent. Je ne voulais pas que ma fille grandisse, en croyant que la vie est quelque chose que l'on subit. Je voulais qu'elle voie que, parfois, on doit la reconstruire soi-même. La ferme avait besoin de presque tout. Le toit fuyait, au-dessus de la chambre du fond. La moitié de la rambarde du porche avait pourri. Le chauffe-eau faisait un grand bruit de claquement, à chaque fois que quelqu'un allumait la douche. La grange penchait, juste assez pour me rendre nerveuse, dès que le vent se levait. Un après-midi, je me tenais sur le porche, avec un bloc-notes jaune, en train de faire une liste. Toit, plomberie, inspection électrique, fenêtre, peinture. Chaque élément avait un prix, à côté. Et chaque prix me rappelait que Brian avait vidé notre compte courant commun, 2 jours avant mon retour. Le directeur de la banque, à Lexington, me l'avait confirmé. Il était titulaire autorisé du compte, Madame Dawson. Légalement, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. J'ai conduit jusqu'à la maison, furieuse. Non pas à cause de l'argent, mais parce que je lui avais fait confiance. C'était ça, qui faisait le plus mal. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Harold Benson, l'avocat que papa avait mentionné. Son bureau se trouvait sur la rue principale de Winchester, au-dessus d'une ancienne pharmacie, qui possédait encore un comptoir à soda. Harold devait l'avoir dans les 70 ans. Il portait des bretelles, des mocassins cirés, et des lunettes de lecture, qui glissaient constamment sur son nez. Il a souri, dès l'instant où je me suis présentée. Je vous attendais. J'ai ri doucement. C'est en train de devenir un thème récurrent, par ici. Il a ri avec bienveillance. Votre père planifiait plus loin dans l'avenir, que la plupart des gens que j'ai jamais connus. Pendant près de 2 heures, il m'a expliqué le fonctionnement du fonds de fiducie. Papa n'avait pas été riche, selon les standards de Lexington, mais il avait été prudent. Il avait investi régulièrement, n'avait jamais emprunté d'argent, n'avait jamais couru après des opportunités risquées. La ferme, les 15 hectares, les droits miniers, un modeste portefeuille d'investissement, et une assurance vie à laquelle il n'avait jamais touché, après la mort de maman. Ensemble, cela valait bien plus que je ne l'avais imaginé. Je suis restée assise là, sans voix. Je n'en avais aucune idée. Harold a hoché la tête. Il le voulait ainsi. Pourquoi? Parce qu'il croyait que l'héritage change les gens. J'ai pensé à Brian. Peut-être que papa avait eu raison. Harold a fait glisser un autre dossier, sur son bureau. Il y a une chose, que vous devriez savoir. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des copies de plusieurs documents légaux. Une signature a immédiatement attiré mon attention. Celle de Brian. Il a signé ça, il y a environ 15 ans. J'ai regardé Harold. Je ne comprends pas. Lorsque votre père a refinancé une petite partie de la propriété, Brian a signé une reconnaissance légale, stipulant qu'il comprenait que ce patrimoine vous appartenait exclusivement. J'ai cligné des yeux. Il savait. Il savait pertinemment. Je m'adossai à ma chaise. Brian n'avait donc pas seulement deviné que je pourrais hériter, un jour. Il le savait, depuis des années, et il m'avait quand même regardé dans les yeux, après chaque déploiement, en faisant semblant que l'argent n'avait pas d'importance. Quand je suis sortie, le soleil de l'après-midi m'a semblé plus chaud, qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Pour la première fois depuis mon retour, j'ai réalisé quelque chose d'important. Brian avait pris ma maison, mon mariage, mes économies, ma confiance. Mais grâce à mon père, il n'avait pas pris mon avenir.
Ce soir-là, Walter m'a trouvée assise sur le porche, un marteau dans une main, et une planche détachée à mes pieds. Tu as l'intention de réparer ça, toute seule? Je peux essayer. Walter a souri de toutes ses dents. Claire, je te connais depuis que tu as 8 ans. Tu as hérité de l'entêtement de Frank. C'est vrai. Il a ri. Bien. Tu vas en avoir besoin, de chaque once. J'ai souri, pour la première fois depuis des jours. D'une certaine façon, entendre cela de la part d'un vieil ami de la famille, m'a fait plus de bien que n'importe quel discours sur le fait de rester forte. Demain, je commencerai à réparer le porche, une planche à la fois, tout comme je commencerai à réparer ma vie, un jour à la fois. Dès la 2e semaine, le porche était terminé. Il n'était pas parfait. Une planche dépassait juste un peu plus haut que les autres, et la peinture blanche ne correspondait pas tout à fait à l'ancienne rambarde. Mais à chaque fois que je sortais avec mon café matinal, je la regardais avec un discret sentiment de fierté. Je l'avais construite, ou du moins reconstruite. Cela me semblait être une bonne métaphore, pour ma vie. Chaque matin suivait la même routine. J'étirais ma jambe avant le lever du soleil, je préparais le petit déjeuner pour Emma, je la conduisais à l'école élémentaire de Miller Creek, puis je revenais à la ferme, avec une liste de réparations qui m'attendait. Certains jours, ma jambe coopérait. D'autres jours, elle me rappelait exactement pourquoi j'avais été réformée pour raisons médicales. Je détestais demander de l'aide. L'armée vous apprend à résoudre les problèmes, pas à en devenir un. Walter a semblé comprendre cela, avant moi. Un samedi matin, j'ai entendu des PQPS se garer dans l'allée. Puis un autre, et encore un autre. Au moment où je suis sortie sur le porche, 6 camions étaient garés à côté de la grange. Des hommes et des femmes en sont descendus, portant des boîtes à outils, des échelles, des seaux, et assez de bois pour reconstruire la moitié du comté. J'ai regardé Walter. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il a souri. J'ai passé quelques coups de fil. L'un des hommes s'est avancé vers moi, avec un sourire facile. Il était grand, avec de larges épaules, et portait une casquette délavée du corps des marines. Je suis Mike Reynolds. Il m'a serré la main, avec précaution. Walter me dit que vous êtes de l'armée de terre. Je l'étais, ai-je ri. Un jour dans l'armée, toujours dans l'armée. Avant que je ne puisse répondre, une femme portant une boîte de pinceaux s'est approchée, à ses côtés. Je suis Suzanne. Mon mari a servi dans la 101e division, il y a des années. Elle a pointé la maison du doigt. Ce toit ne va pas se réparer tout seul. En moins de 30 minutes, la propriété ressemblait à un chantier de construction. Quelqu'un est monté sur le toit. Quelqu'un d'autre réparait des volets mal fixés. Un autre bénévole remplaçait des poteaux de clôture cassés. Personne n'a demandé d'argent. Personne n'attendait rien en retour. Ils se sont simplement présentés. Je suis restée là, me sentant presque mal à l'aise. Je ne peux pas vous laisser faire tout ça. Mike m'a regardé, comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Vous avez déjà fait votre part. Je conduisais juste des camions, et je gérais les fournitures. Il a souri. Et ces fournitures ont maintenu des gens en vie. Il n'y avait pas grand-chose que je puisse dire, après ça. Vers l'heure du déjeuner, Walter a apporté une table pliante, dans la cour. Bientôt, elle fut recouverte de sandwichs, de salades de pommes de terre, de limonade, et de tartes maison. Madame Carter, qui vivait en bas de la route, a tendu 2 biscuits aux pépites de chocolat à Emma. J'ai entendu dire que tu aidais ta maman. Emma a souri, fièrement. J'ai trié les outils de grand-père. Madame Carter lui a fait un clin d'œil. On dirait que tu es la chef de chantier. Emma a pouffé de rire. C'était le premier rire insouciant que j'entendais d'elle, depuis que nous avions quitté Lexington. Cela seul valait toute la journée. Alors que tout le monde mangeait ensemble, sous l'érable, j'ai réalisé quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Ces gens me connaissaient à peine, désormais. Certains ne m'avaient pas vu depuis le lycée.
Pourtant, ils étaient venus, sans qu'on le leur demande. Pendant ce temps, les personnes avec qui j'avais vécu pendant près de 20 ans, m'avaient tourné le dos. La vie a une étrange façon de vous montrer, qui est vraiment votre famille. Plus tard cet après-midi-là, Harold Benson s'est garé dans l'allée. Il est descendu, portant un épais dossier. J'ai pensé que vous voudriez voir ça. Nous nous sommes assis sur le porche, pendant que les autres continuaient à travailler. Harold a ouvert le dossier. J'ai examiné chaque document, laissé par votre père. Il a ajusté ses lunettes. Claire, il y a un autre niveau à tout cela. J'ai levé un sourcil. Comment ça? Frank ne protégeait pas seulement la propriété. Il vous protégeait exactement contre la situation, à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Il a fait glisser un document vers moi. Au bas de la page, se trouvait la signature de Brian. Encore une fois, c'est une renonciation postnuptiale, que votre père a exigée, il y a des années. Je ne l'ai jamais vue. Vous n'étiez pas censé la voir. Harold a fait un signe de tête vers la signature. Brian a reconnu par écrit, que ni lui ni ses futurs héritiers, n'auraient jamais aucune réclamation sur la succession de votre père. J'ai fixé le papier. Donc, si Brian décide de m'attaquer. Harold a souri. Il peut essayer. Puis son expression est devenue sérieuse. Mais il perdra. Pour la première fois depuis que je m'étais éloigné de Lexington, au milieu de cet orage, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir. De la sécurité. Pas à cause de l'argent, pas à cause de la ferme, mais parce que mon père m'avait aimé assez, pour penser à 10 coups d'avance. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Emma et moi nous sommes tenus sur le porche, regardant le coucher du soleil peindre les champs d'or. Elle a glissé sa main dans la mienne. Maman? Oui. Je crois que grand-père savait qu'on rentrerait à la maison. J'ai regardé à travers les champs silencieux, où mon père avait passé la plus grande partie de sa vie. Peut-être qu'il ne savait pas quand, mais d'une manière ou d'une autre, il s'était assuré que nous n'aurions jamais à y faire face seuls. Environ un mois après qu'Emma et moi ayons emménagé à la ferme, la vie s'est enfin stabilisée dans quelque chose, qui ressemblait à une routine. Emma adorait sa nouvelle école. La directrice, Madame Harper, l'avait présentée à une autre fille nommée Lily, dès le tout premier jour, et les deux étaient rapidement devenus inséparables. Chaque après-midi, elle roulait à vélo sur la route de Miller Creek, jusqu'à ce que la lumière du porche s'allume. Voir Emma rire à nouveau, rendait chaque muscle endolori supportable. Quant à moi, je passais mes matinées à réparer la ferme, et mes après-midi à aider Mike Reynolds, à faire l'inventaire de sa quincaillerie, en ville. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais après des années d'horaires et de paperasse de l'armée, il y avait quelque chose de réconfortant à aider les clients à trouver les bonnes vis, ou à charger des sacs de paillis dans des pics UPS. Les gens connaissaient mon nom. Ils prenaient des nouvelles d'Emma. Ils me demandaient comment ma jambe guérissait. Pas une seule personne ne m'a fait me sentir comme un fardeau. Un mardi après-midi, tout a changé. Je venais de rentrer de la ville, quand j'ai remarqué une BMW noire, garée devant la ferme. Mon estomac s'est immédiatement noué. Brian. Il se tenait à côté de la portière du conducteur, portant un jean repassé, et la chemise boutonnée bleue que je lui avais achetée, pour notre 15e anniversaire. L'espace d'une brève seconde, j'ai presque eu l'impression que le mois passé n'avait jamais existé. Puis, je me suis souvenu de la valise, de la pluie, d'Emma debout sur le porche, en train de pleurer. Brian a souri nerveusement. Claire. Je ne lui ai pas rendu son sourire. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espérais qu'on pourrait parler. Il a jeté un coup d'œil vers la maison. J'ai apporté quelque chose pour Emma. Il a ouvert la porte arrière, et a sorti 2 sacs cadeaux, un nouveau casque de vélo, plusieurs livres, et un Golden Retriever en peluche, presque aussi grand qu'Emma. Le genre de cadeaux qui sont généralement emballés de culpabilité. Emma s'est avancée sur le porche, derrière moi. Papa. Le visage de Brian s'est adouci.
Salut, ma puce. Elle n'a pas couru vers lui. Elle est restée à côté de moi. Cela m'en disait plus long, que les mots ne pourraient jamais le faire. Brian s'est raclé la gorge. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai croisé les bras. C'est une façon de le dire. J'étais dépassée. J'ai paniqué. Ma mère n'arrêtait pas de me dire que... Il s'est arrêté. Non, je ne la blâme pas. J'ai pris mes propres décisions. C'était la première chose honnête que je l'entendais dire, depuis des semaines. Je consulte un psychologue. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ma famille me manque. J'avais envie de le croire. 20 ans passés ensemble ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je me souvenais des anniversaires, des séjours en camping, d'Emma apprenant à faire du vélo, et des nuits où nous étions restés éveillés à parler de notre retraite. Une partie de moi voulait que ces souvenirs aient une signification. Brian a fait un pas prudent vers nous. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance, mais peut-être qu'un jour. Avant qu'il ne puisse finir, une autre voiture s'est garée dans l'allée. Linda en est sortie, avant même que le moteur ne s'arrête. Elle s'est dirigée vers nous, portant des lunettes de soleil beaucoup trop chères, pour une visite dans une vieille ferme. Son sourire semblait répéter. « Oh, Claire, tu m'as manqué. » J'ai failli éclater de rire. Il y a un mois, elle avait laissé ma valise sur le porche. Maintenant, elle agissait comme si nous avions simplement eu un malentendu. Elle a tendu la main vers Emma. Ma douce petite fille. Emma s'est discrètement reculée derrière moi. Le sourire de Linda a vacillé. Je sais que nous avons tous dit des choses que nous regrettons. Nous sommes une famille. Et les familles se pardonnent. Walter passait par hasard, dans le pâturage voisin, portant un seau de nourriture. Il a regardé vers l'allée, mais a sagement continué son chemin. Il savait que ce n'était pas sa conversation. Brian m'a de nouveau regardé. On peut arranger ça. On vendra la ferme. Reviens à la maison. On va recommencer à zéro. Je l'ai dévisagé. Il n'y a pas si longtemps, entendre ces mots m'aurait brisé le cœur. Maintenant, quelque chose me paraissait différent. Avant que je ne puisse répondre, Emma a doucement tiré sur ma manche. Maman? Oui, mon cœur. Elle a regardé Brian droit dans les yeux, puis Linda. Sa voix était calme, mais chaque mot est tombé comme une pierre. Si vous nous aimiez, elle a hésité, pourquoi nous avez-vous laissés sous la pluie? Personne n'a parlé. Brian a baissé les yeux vers les graviers. Linda a ouvert la bouche, mais n'a pas semblé trouver de réponse. Emma n'était pas en colère. Elle était sincèrement confuse. Les enfants ont ce don de poser les questions, que les adultes passent des années à essayer d'éviter. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais cherché la réponse parfaite, tout l'après-midi. Ma fille l'avait déjà donnée. J'ai regardé Brian calmement. J'espère que la thérapie t'aidera. Vraiment. Mais certaines portes ne se rouvrent pas, une fois qu'on les a fermées. Brian a hoché la tête lentement. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il ressemblait à un homme qui comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Alors qu'il s'éloignait en voiture, j'ai remarqué Linda en train de se disputer avec lui, à travers le pare-brise. Je pensais que c'était fini. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. 3 jours plus tard, Harold Benson a appelé. Sa voix était inhabituellement sérieuse. Claire, Brian vient d'intenter un procès. J'étais assise dans le bureau d'Harold Benson, le lendemain matin, avec un nœud dans l'estomac qui semblait pire que tout ce que j'avais vécu pendant mon déploiement. Harold a posé la plainte sur son bureau, et a ajusté ses lunettes. Je voulais que vous le lisiez vous-même. J'ai parcouru la première page. Brian Dawson affirmait que j'avais manipulé mon défunt père, pour qu'il modifie son testament. Selon la plainte, Frank Miller aurait soi-disant été confus, dans ces dernières années, et indûment influencé par moi. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Mon père est mort il y a 18 ans. Je sais.
Et j'étais déployé à l'étranger, lorsque la plupart de ces documents ont été signés. Je sais. J'ai regardé Harold. Alors, comment peut-il seulement déposer un tel dossier? Harold a croisé les mains. N'importe qui peut intenter un procès. En gagner un, c'est une autre affaire. Il s'est adossé à sa chaise. Si vous voulez mon avis? Il ne s'attend pas à gagner. Qu'est-ce qu'il veut? Harold m'a fait un sourire fatigué. Vous mettre la pression, vous faire peur? Vous pousser à trouver un arrangement? J'ai ri, une fois. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. Il m'a jeté dehors. Il a vidé notre compte bancaire. Et maintenant, il veut la ferme de mon père. Harold a hoché la tête. La cupidité sait rarement quand s'arrêter. La nouvelle s'est répandue dans le comté, plus vite que je ne m'y attendais. Dès le vendredi, les gens à la quincaillerie demandaient discrètement à Mike si tout allait bien. Au Miller Creek dîner, 2 femmes plus âgées m'ont arrêté sur le chemin de la caisse. Nous prions pour vous, a dit l'une d'elles. Cela m'a surprise. Les petites villes ont la mémoire longue, mais elles ont aussi le don de reconnaître ceux qui se montrent honnêtes. Brian, en revanche, avait à peine visité la ville, en 20 ans. L'audience était programmée pour le mois suivant, au tribunal du comté de Clark, à Winchester. Le matin de l'audience, je portais le même tailleur bleu marine, que j'avais mis pour ma cérémonie de retraite militaire. Mes médailles sont restées dans le placard. Il ne s'agissait pas de mon service. Il s'agissait de mon père. Emma m'a prise dans ses bras avant l'école. Ça va aller. J'ai souri. Je l'espère. Walter m'a accompagné en voiture. Aucun de nous n'a beaucoup parlé, pendant le trajet. Parfois, le silence est exactement ce dont on a besoin. La salle d'audience n'était pas bondée, mais presque tous les sièges derrière nous étaient occupés. Mike était là, Suzanne, Madame Carter, plusieurs vétérans de l'association locale. Même mon ancien professeur d'anglais du lycée était assis discrètement, dans la dernière rangée. Je n'avais pas réalisé combien de personnes se tenaient à mes côtés, jusqu'à ce moment-là. De l'autre côté de l'allée, étaient assis Brian et Linda. Brian avait l'air confiant. Linda avait l'air impatiente. Leur avocat s'est levé, et a commencé le premier. Il a dressé le portrait d'un vieil homme solitaire, prétendument manipulé par sa fille, pour réécrire son testament. L'entendre décrire mon père comme un être faible a fait se serrer mes poings, sous la table. Puis ce fut le tour d'Harold. Il a marché calmement jusqu'au pupitre. Votre honneur, a-t-il commencé. Cette affaire ne repose pas sur des suppositions. Elle repose sur des preuves. Il a brandi le premier journal. L'écriture de Frank Miller. Vérifié. Daté. Signé. Puis un autre, et encore un autre. Le juge a passé plusieurs minutes à feuilleter les pages. Harold a présenté les documents originaux de la fiducie, les signatures notariées, et les registres de propriété. Chaque date correspondait. Chaque témoin était justifié. Ensuite, Walter a pris la barre. Il a parlé doucement, sans jamais élever la voix. Il a expliqué exactement quand Frank lui avait confié l'enveloppe, exactement pourquoi il l'avait gardée, et exactement ce que Frank lui avait dit. L'avocat de Brian a essayé de le déstabiliser. Monsieur Jenkins. À votre âge, êtes-vous certain que votre mémoire est fiable? Walter a souri. J'ai 83 ans. J'oublie où je laisse les clés de mon camion, mais je n'oublie pas les promesses que j'ai faites à mon meilleur ami. Quelques personnes dans le public ont souri. Même l'expression du juge s'est adoucie. Ensuite, Harold a présenté une dernière pièce à conviction. La renonciation signée de Brian. Le document même, reconnaissant qu'il n'avait aucune réclamation légale sur la succession de Frank Miller. Harold l'a tendu au juge. La salle d'audience est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le ronronnement de la climatisation au-dessus de nous. La confiance de Brian a disparu, pour la première fois de la matinée.
Il avait l'air inquiet, et j'ai compris que cette affaire ne se déroulait pas comme il l'avait imaginé. L'avocat de Brian a été le premier à briser le silence. Votre honneur, a-t-il dit en se raclant la gorge. Nous aimerions une brève suspension de séance. Le juge a jeté un coup d'œil à la renonciation signée, puis à l'avocat. Vous avez 10 minutes. Alors que tout le monde se levait, Harold s'est penché vers moi. Il ne s'attendait pas à ce document. J'ai hoché la tête lentement. Non. Il pensait que mon père ne planifiait jamais à l'avance. Harold a souri. Frank Miller planifiait plus loin dans l'avenir que presque toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. J'ai regardé de l'autre côté de la salle. Brian faisait les 100 pas près des fenêtres, passant ses 2 mains dans ses cheveux. Linda se tenait à côté de lui, parlant rapidement, mais il semblait à peine l'entendre. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, ils avaient l'air incertains. Pas effrayés, juste à court d'excuses. À la reprise de l'audience, l'avocat de Brian a tenté une approche différente. Il a fait valoir que les journaux de Frank ne représentaient qu'un seul côté de l'histoire. Ce sont des opinions personnelles, a-t-il dit. Elles ne prouvent pas l'intention. Harold s'est levé à nouveau. Je suis d'accord. L'avocat a eu l'air surpris. Harold a continué. C'est pourquoi, nous avons également soumis des relevés bancaires. Il a tendu un autre dossier à l'huissier. Le juge a examiné plusieurs pages. Donc, ces virements. Harold a hoché la tête. Chacun d'entre eux provenait directement du compte personnel de Frank Miller. Le juge a tourné une autre page. Ils ont été déposés sur le compte de Monsieur Dawson. Oui, votre honneur. Brian s'est agité, mal à l'aise sur sa chaise. Harold n'avait pas fini. Nous avons également des copies de reçus manuscrits. Les reçus correspondaient presque parfaitement aux entrées des journaux. 3 000 $, 5 000 $, 1200 $, 800 $. Prêt après prêt, année après année. Chacun portait la signature de Brian. Chacun incluait la même promesse manuscrite, je vous rembourserai bientôt. Harold a regardé Brian. L'avez-vous fait? Brian fixait la table. C'est son avocat qui a répondu, à sa place, mon client n'est pas en procès, pour des prêts personnels. Harold a hoché la tête poliment. Non, mais ces prêts établissent une relation. Ils montrent que M. Miller a, à maintes reprises, aidé son gendre financièrement. Il a marqué une pause. Pas l'inverse. L'argument a fait mouche. Le juge l'a immédiatement compris. L'histoire de Brian consistait à convaincre le tribunal que papa avait été confus et manipulé. Au lieu de cela, les preuves montraient quelque chose de complètement différent, un homme prudent, un père patient, quelqu'un qui documentait presque tout, parce qu'il voulait protéger sa fille. Linda a soudainement demandé si elle pouvait s'adresser au tribunal. Le juge a hésité, avant de l'autoriser. Elle s'est levée, en lissant sa veste. Mon fils aimait Claire. Je sais qu'il a fait des erreurs, mais les familles se disputent. Elle a regardé dans ma direction. Sûrement, nous n'avons pas besoin de nous détruire mutuellement, pour de vieux malentendus. J'ai failli rire. De vieux malentendus. Être jeté hors de ma propre maison avec ma fille, pendant un orage, n'était pas un malentendu. Vider notre compte bancaire non plus. Ce procès non plus. Le juge a regardé Linda. Madame, ce tribunal n'est pas là pour décider si votre famille a eu des désaccords. Nous sommes là pour décider s'il y a une quelconque base légale à cette réclamation. Linda s'est rasseoir lentement. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait plus rien à dire. Le juge a relu ses notes, pendant plusieurs minutes silencieuses. Puis il a levé les yeux. Après avoir examiné les preuves soumises aujourd'hui, il a fait une pause. Ce tribunal ne trouve absolument aucune preuve que Frank Miller manquait de capacité juridique. Il a tourné une autre page. Les documents de planification successorale sont valides. La fiducie est valide.
La renonciation signée par M. Dawson est valide. Il a fermé le dossier. Par conséquent, cette affaire est rejetée au fond. Un murmure étouffé a parcouru la salle d'audience. Rejeté au fond. Même moi, je savais ce que cela signifiait. Brian ne pourrait pas simplement déposer la même plainte à nouveau. Le juge n'avait pas terminé. Il a regardé directement Brian. Monsieur Dawson, les preuves présentées aujourd'hui suggèrent que ce procès n'aurait jamais dû être intenté. Je vous encourage vivement à en tenir compte, avant d'engager d'autres poursuites judiciaires. Les épaules de Brian se sont affaissées. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans de plus, par rapport à ce matin. À la sortie du tribunal, un journaliste du journal local s'est approché de moi. Madame Dawson, souhaitez-vous faire un commentaire? J'ai regardé Brian, qui montait en silence dans sa voiture. L'espace d'un instant, j'ai pensé à tout ce que j'aurais pu dire. Puis, je me suis souvenu de quelque chose que mon père me disait souvent, tu n'as pas besoin de gagner chaque dispute. Parfois, bien vivre suffit. J'ai souri poliment au journaliste. Je n'ai rien à ajouter. Puis je me suis tourné vers Walter. Il attendait près des marches du tribunal, avec le même doux sourire qu'il portait, le soir où il m'avait remis cette enveloppe poussiéreuse. Sans dire un mot, nous avons marché jusqu'au parking, ensemble. Je ne marchais pas parfaitement. Je ne le ferai probablement jamais plus. Mais pour la première fois depuis mon retour à la maison, je ne portais pas le poids toute seule. La vie n'est pas devenue parfaite d'un coup, après le tribunal. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Le toit avait encore besoin d'une nouvelle section, avant l'hiver. Mes jambes me faisaient toujours mal, à chaque fois qu'un front froid traversait le Kentucky. Certains matins, je cherchais encore mon téléphone, oubliant pendant une fraction de seconde, qu'il n'y avait plus de mari qui attendait un texto de bonjour. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une collection de jours ordinaires, qui deviennent lentement plus faciles à porter. Au printemps suivant, la ferme avait un aspect différent. Une peinture blanche fraîche recouvrait le porche. Les parterres de fleurs, le long de l'allée devant la maison, fleurissaient à nouveau. Emma et moi avions planté des tomates, des haricots verts et des poivrons, dans le même jardin où mon père m'avait autrefois appris à arracher les mauvaises herbes, sans arracher les légumes avec. Grand-père aurait ri, de voir à quel point nos rangées sont de travers, a dit Emma, un après-midi. J'ai souri. Il l'aurait fait, absolument. Et puis, il les aurait discrètement réparées, après que nous soyons rentrés à l'intérieur. Elle a ri. Je crois que je l'aurais bien aimé. Je sais que tu l'aurais aimé. Walter passait toujours, presque tous les soirs. Parfois, il apportait du maïs doux. Parfois, des petits pains frais que sa fille avait préparés. Parfois, il n'apportait rien du tout. Il s'asseyait simplement sur le porche, avec 2 verres de thé glacé, pendant que nous regardions le soleil disparaître derrière les collines. Ces soirées paisibles sont devenues certains de mes moments préférés. Mike Reynolds m'a convaincu de commencer à restaurer de vieux meubles, dans la grange de papa. Vous avez la patience pour ça, m'a-t-il dit. Je ne connais absolument rien aux antiquités. Vous apprendrez. Il avait raison. La première chaise à bascule m'a pris presque 3 semaines. La deuxième m'a pris 10 jours. Très vite, des gens de Winchester, de Richmond, et même de Lexington, m'apportaient des objets de famille, qu'ils voulaient faire réparer, plutôt que de les remplacer. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant, à donner une seconde chance aux choses cassées. Assez ironiquement, j'ai fini par comprendre que tout ce qui est brisé ne doit pas être restauré. Les meubles, oui. La confiance, pas toujours. Un samedi après-midi, Harold Benson est venu en voiture jusqu'à la ferme, portant une autre enveloppe. Celle-ci est moins dramatique, a-t-il plaisanté. À l'intérieur se trouvaient les derniers documents administratifs, clôturant l'affaire de Brian. Tout était officiellement terminé. Plus d'appels, plus de réclamations, plus de lettres d'avocat. J'ai signé la dernière page, j'ai remercié Harold, et je l'ai regardé s'éloigner en voiture.
Je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me suis sentie en paix. Cela m'a surprise. Pendant des mois, j'avais pensé que la vengeance ressemblerait au fait de voir Brian perdre. Ce n'était pas le cas. La vraie victoire était arrivée bien plus tôt. Elle était arrivée le jour où j'avais arrêté de mesurer mon avenir à l'aune de ce qu'il m'avait pris. Brian a fini par déménager de Lexington. Par des amis communs, j'ai entendu dire qu'il avait pris un emploi de vendeur dans un autre État. Je n'ai jamais essayé de confirmer où. Cela n'avait plus d'importance. Linda ne m'a plus jamais contacté. J'espère sincèrement qu'ils ont tous les deux trouvé ce qu'ils cherchaient. M'accrocher à la rancœur leur aurait donné une dernière part de ma vie. Je n'étais pas disposée à faire cela. Un soir, Emma et moi avons marché jusqu'au petit cimetière familial, à la lisière de la propriété. Nous avons déposé des fleurs fraîches, à côté de la pierre tombale de mon père. Elle a glissé sa main dans la mienne. Maman? Oui. Tu crois que grand-père savait qu'il continuerait à prendre soin de nous? J'ai regardé le nom gravé dans la pierre, Frank Miller. Mari bien-aimé, père fier, vétéran de l'armée américaine. J'ai souri, à travers mes larmes. Je crois que grand-père croyait que l'amour ne s'arrête pas, juste parce que quelqu'un est parti. Alors que nous retournions vers la ferme, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas compris, lorsque ce voyage a commencé. Je pensais que mon père m'avait sauvé, en laissant une ferme derrière lui. Il ne l'avait pas fait. Il m'a sauvé, en laissant la vérité derrière lui. Cette vérité m'a donné le courage d'arrêter de mendier l'amour de personnes, qui avaient déjà décidé de ne pas me le donner. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci: parfois, la route la plus difficile vous ramène vers les personnes, et vers les valeurs, qui vous protégeaient discrètement, depuis le tout début. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si le parcours de Claire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou même vous-même, j'espère que vous garderez ce rappel avec vous, aujourd'hui. Et si vous appréciez les histoires sincères sur la résilience, la justice, et les secondes chances, je serais honoré si vous vous joigniez à moi, à nouveau. Fin.